Welcome to the second section, a session of today's conference, second day, second session. Our speaker is Jean-Baptiste Rosy, Université de Provence. He's going to speak on la conception citationnelle de l'abstraction, the quotational theory of abstraction. The lecture will be in French, but there's an English handout. I hope that everybody who needs one has one. So, Jean-Baptiste. Wilfried Sellars a défendu une théorie originale des entités abstraites que j'appelle théorie citationnelle de l'abstraction, parce que, selon lui, lorsqu'on explicite ce que l'on fait, lorsqu'on utilise un terme abstrait dans un langage, on est conduit à utiliser une citation. Il s'agit, c'est vrai, d'une citation d'un genre spécial, la dot quotation, ou citation entre points, mais les expressions qui appartiennent à ce genre avaient assez de traits communs avec les citations ordinaires pour que Sellars choisisse de les appeler des citations. C'est pourquoi je voudrais prendre au sérieux cet aspect citationnel de la théorie sellarsienne de l'abstraction et prendre au sérieux également le fait qu'il s'agit bien d'une théorie de l'abstraction. Il y avait 3 coups successifs dans la partie philosophique que Sellars entendait jouer dans ce secteur de son travail. Le premier de ces coups consistait à considérer un ensemble de noms abstraits, les noms de la forme aitas en latin, ixnes, ait en français. Il est bien clair que chacun de ces ensembles est dépendant d'un langage et qu'il y a même probablement des langages dans lesquels un tel ensemble serait vide. Mais cette dépendance à un langage n'empêche nullement de constater que les expressions qui appartiennent à ces classes peuvent être remplacées dans les fragments de langage où elles interviennent par des expressions citationnelles dans lesquelles, premièrement, le matériel cité, le quoted material, est le nom concret, A pour aitas, X pour ixnes. Deuxièmement, la citation elle-même appartient à ce genre particulier appelé dot quotation, citation entre points. Au début de l'article Abstract Entities, Sellars indique comment il faut lire la citation entre points. Je cite, et je traduis, la rougeur, en première approximation, est le mot rouge entre points. Selon la convention que je suivrai dans cet article, les termes cités entre points sont utilisés pour former les noms communs qui font référence aux items qui jouent le rôle joué dans notre langage par le motif design dont une illustration figure entre les points. Voilà la première explication de la dot quotation. Je suis à la page 164 de l'édition de Robert de Brandom. Le deuxième coup de cette partie philosophique consistait à faire voir que les entités abstraites, cette fois, et non pas seulement les fragments de langage, comme de la forme ait ou ixnes, sont des entités linguistiques. Qu'elles sont des expressions linguistiques, dit Sellars, je cite, dans un sens raffiné, que Sellars désigne également comme des types linguistiques. Ce deuxième mouvement est celui qui occupe le plus de place dans les textes. Le premier mouvement ressortissait à la philosophie du langage, celui-ci relève de la métaphysique. Sellars s'entend, premièrement, prendre parti dans la querelle des universaux. Deuxièmement, discuter la thèse de l'argument ontologique de Quine. Troisièmement, généraliser certaines suggestions carnapiennes relatives à l'usage matériel du discours à l'aide de sa propre conception des inférences matérielles. Enfin, quatrièmement, défendre une forme originale de nominalisme. Ces 4 points ont été beaucoup commentés, ce ne sont pas ceux sur lesquels je voudrais insister. Une manière intuitive, rapidement, de présenter le genre de nominalisme que Sellars entend promouvoir consiste à remarquer qu'on n'enrichit pas un jeu, par exemple le jeu d'échecs ou le jeu de belote, en explicitant les règles de ce jeu. Si l'on peut montrer que les entités abstraites sont des types linguistiques qui servent à dire ce que l'on peut faire avec un langage déterminé, alors on n'est pas engagé à plus par un langage dans lequel figurent des noms de ces entités que par un langage dans lequel ceux-ci ne figurent pas. De même,
Un joueur débutant de belote ne joue pas à un autre jeu parce qu'il ne joue pas à la super belote si sur un papier à côté de lui, il a pris soin de faire figurer les points qui correspondent aux différentes figures. Le troisième coup de la partie philosophique que Sellars entend jouer est essentiellement lié au second. On a dit en premier lieu que les noms abstraits peuvent être paraphrasés au moyen de la citation entre points. En second lieu, que les entités qui sont les références de ces noms abstraits doivent être considérées comme des types linguistiques. Enfin, il faut ajouter, troisièmement, que les expressions entre points sont les noms des rôles conceptuels. On est passé donc de la philosophie du langage à la métaphysique, de la métaphysique à la philosophie de l'esprit. Ce passage est ménagé par la critique du nominalisme paresseux, pourrait-on dire, ou du sophisme naturaliste, qui néglige la force normative des expressions qu'il entend réduire et ne perçoit pas que celle-ci, la force normative, est perdue dans la réduction. À propos, par exemple, de la théorie qui vise à reconduire directement les abstraits aux instances concrètes des genres qui les exemplifient, selon la définition que vous avez dans le handout, triangularity is F, la triangularité est F, ça veut dire, c'est une définition, les triangles sont F. Sellars écrit, je note, je cite, « La fausseté de cette théorie n'est pas la conséquence d'une approche fallacieuse du problème de l'un et du multiple, of the one and the many, mais plutôt de ce qu'elle échoue à prendre la mesure de la force normative des contextes dans lesquels interviennent des expressions qui font référence à des universaux et à des propositions. C'est par une réflexion sur ces contextes, à partir de la nécessaire équivalence entre la FT implique la GT et que quelque chose est G peut être inféré de ce que quelque chose est F, que l'on en vient à prendre la mesure de la parenté des expressions comme triangularité, que A est triangulaire ou le pion. Toujours cette longue citation. L'idée que les qualités, les relations, les genres et les classes ne sont pas réductibles à des pluralités, tout comme l'idée qu'elles sont réductibles à leurs instances ou membres, ces deux idées sont entachées de quelque chose d'analogue au sophisme naturaliste. J'ai dit en commençant que mon objectif... Fin de citation. J'ai dit en commençant que mon objectif était de prendre au sérieux le fait que ces textes de Sellars proposent une théorie de l'abstraction et que celle-ci était de nature citationnelle. De ce point de vue, je crois qu'il convient d'insister principalement sur le premier de ces trois mouvements et sur les aspects du second qui portent sur la nature des abstractions qui sont corrélées à cette théorie. Deuxième section, donc, extension de l'abstraction sellarsienne, la paronymie. Revenons à la réduction des abstraits. Dans Abstract Entities, Sellars propose un premier schéma qui vaut, dit-il, comme première approximation. Je l'appelle schéma prédicatif de l'abstraction sellarsienne que vous avez en AS1. La triangularité est égale à le triangulaire entre points. Puis dans la section 9, il suggère que la triangularité doit être conçue comme un type réalisé dans notre langage par des tokens appartenant à la catégorie de la phrase. De sorte que la triangularité pourrait être exprimée en jumblés, ce qui n'est pas le cas si elle est exprimée par AS1. On a alors un schéma propositionnel, sentential. AS2, la triangularité est le, entre points, X est triangulaire. Il est possible de réécrire ces deux égalités en rendant explicite la relation de triangularity à triangular. J'appelle cette relation la paronymie, par référence au sens de ce terme dans la tradition du commentaire des catégories, par exemple dans le De Grammatico d'Anselme. Les paronymes étaient appelés également dans la philosophie en latin les dénominatifs. On peut faire figurer la paronymie dans AS1 et AS2 dans les schémas que j'ai appelés AS1 paro, AIT égale the dot A, AS2, AIT égale the X is A, entre points. Ou A,
indique la racine commune et IT fait voir la paronymie entre la partie gauche de l'égalité et le matériel cité dans AS1 ou une partie du matériel cité dans AS2, cité entre points. On peut à présent faire figurer le prédicat d'abstraction dans les deux schémas citationnels. C'est ce que vous avez dans les égalités suivantes. Quelque chose IT, AIT est un abstrait, si et seulement si, pour tout contexte phi, il y a équivalence entre ce contexte dans lequel, tel qu'il est donné, et ce contexte où quelque chose IT a été remplacé par la dot quotation correspondance. Dans la partie gauche de ces équivalences figure le prédicat d'abstraction. Dans la partie droite, le prédicat d'abstraction a disparu. Mais il a été remplacé par une règle de substitution dans laquelle, cette fois, intervient la citation entre points. On peut rapprocher ce que je viens d'écrire de cette manière, qu'à ma connaissance, Sellars n'écrit pas ainsi, de certains passages de Grammar and Existence et d'autres passages de Truth and Correspondence. Dans ces passages, Sellars est aux prises avec le schéma décitationnel relatif au prédicat de vérité. La neige est blanche, entre guillemets, si et seulement, est vrai si et seulement si la neige est blanche, où les guillemets ont disparu. On sait que Sellars propose une version plus adaptée de ce schéma, plus adaptée à la conception inférentielle de la vérité qu'il entend faire promouvoir. Selon ce schéma, on ne dira plus la neige est blanche et vraie, etc. On dira que green A, that green A is true if and only if green A. Le prédicat de vérité, lorsqu'il est utilisé explicitement dans une phrase, sert à faire mention d'un usage. Le prédicat d'abstraction, lorsqu'il est convenablement explicité, sert au contraire à faire usage d'une mention. Il y a un autre point qui intéresse davantage Sellars dans le rapprochement de ce prédicat d'abstraction et du prédicat de vérité. Dans la version inférentielle du schéma décitationnel, on est frappé par l'emploi du complétif that, qui tient curieusement lieu de marqueur de citation. Pour ceux qui, comme c'est mon cas, vivent dans un univers post-davidsonien, c'est quelque chose de curieux. Parce qu'on aurait plutôt envie de distinguer très nettement la proposition complétive, la that clause, introduite par that dans l'oratio obliqua, et la citation proprement dite, introduite par une forme de démonstratif, les marqueurs de citation, dans l'oratio recta. Et il se trouve que cet usage citationnel ou quasi-citationnel de that n'est pas un apax. Dans le corpus sellarsien, on peut lire par exemple dans Naming and Saying, je cite, je traduis, placer that devant une phrase a pour effet de la citer, avec cette implication que la phrase est dans notre langage et est considérée comme telle. Dans notre langage, dans notre langue, en français si je parle français, en anglais si je parle anglais. Alors, il faudrait pouvoir développer ici, plus que je ne peux le faire, la relation entre cette interlinguisticité, ces énoncés de signification et cette conception de la that clause qui est impliquée dans ce qu'on pourrait appeler la grammaire des faits. J'ai donné dans le handout le contexte complet de cette citation, qui est beaucoup plus explicite que je viens de le faire, et que je ne lis pas. Je voudrais simplement souligner le point qui me paraît important dans cette relation. Il convient, je pense, de distinguer deux usages de que. Un que date complétif et un que j'appelle paronymique. Le que complétif est celui qu'on emploie dans l'oratio obliqua, par exemple lorsqu'on rapporte une croyance. John croit que tout le monde lui veut du mal. Le que paronymique est celui que l'on place devant une phrase, comme dans le schéma décitationnel inférentiel, que A est vrai si et seulement si A est vrai. Et ce que je l'appelle paronymique, ce que Sellars ne fait pas, tout simplement parce que ce que, ou cet usage de la that clause,
est celui dont Sellars dit qu'on peut le considérer comme un marqueur de quasi-citation. Il est à la phrase P ce que le marqueur IT est à un prédicat A ou triangle dans triangularité, et éventuellement même à un nom propre comme dans Evandrianitas, c'est un syllogisme de Leibniz. De même qu'il y a une différence entre triangulaire et triangularité, l'adjectif et l'abstrait. C'est cette différence que les réalistes feignent d'ignorer en abusant des noms de couleurs dont la paronymie est incomplète, rappelle Sellars. De même, il y a une différence entre P et que P, où P est une phrase. Lorsqu'on introduit cet usage de que, on a ce que j'appellerais une paronymie syntaxiquement étendue. C'est-à-dire qu'on a une paronymie qui vaut pour toutes les catégories linguistiques et pas simplement pour la catégorie des noms. Et c'est muni de cette paronymie étendue à toutes les catégories syntaxiques que Sellars, à la fin de l'article Truth and Correspondence, insiste sur les deux sortes de manières d'interpréter l'expression portée sur un fait. Un énoncé porte sur un fait, un énoncé factuel énonce un fait, est le nom d'un fait. Dans le premier cas, on a une relation pictoriale. Dans le second, une relation de nomination. J'ai dit en commençant que je voulais insister sur l'aspect citationnel de cette théorie de l'abstraction, et je suis finalement comme envahi par son aspect paronymique. Il me semble que les deux aspects sont liés. Tous les schémas citationnels qui introduisent l'analyse sellarsienne de l'abstraction comportent un ingrédient paronymique et même, selon l'usage qui est fait de la that clause, ce que j'ai appelé une paronymie syntaxiquement étendue. L'hypothèse que je voudrais formuler est donc la suivante. L'aspect paronymique de la conception sellarsienne de l'abstraction est ce par quoi nous devons apprécier son extension et sa portée, et donc aussi la nature des abstractions sellarsiennes. Ici, je fais une remarque, un certain nombre de remarques, which are not translated on the translation. Une des propriétés remarquables des abstractions est en effet que ce qu'on pourrait appeler leur dépendance théorique. Nous ne pouvons pas compter sur des intuitions stables qui nous indiqueraient de manière univoque de quoi une théorie de l'abstraction doit être la théorie. Je ne conteste pas que ces intuitions sont assez bien établies et partagées dans bien des cas. Un objet matériel est un concret, tout comme un être vivant, un courant électrique, une peinture de chevalet. Un nombre est un abstrait, tout comme une loi logique ou une structure algébrique. On note cependant qu'il existe aussi de nombreuses entités que nous hésitons à ranger d'un côté ou de l'autre. Qu'on se déplace par exemple de la gauche vers la droite du carré ontologique. Un objet physique est concret, mais dira-t-on que ses propriétés physiques, par exemple sa charge ou sa masse, le sont également. Une hésitation comparable se fait jour lorsqu'un même état de choses est appréhendé selon différents aspects. La courbure de la façade de l'Institut du monde arabe à Paris, comme propriété physique, est conçue comme plus concrète que lorsqu'elle est attachée à une qualité esthétique, lorsqu'on dit par exemple qu'elle est élégante. La même chose vaut pour les états mentaux et les états psychiques, dira-t-on d'une pensée, d'une croyance, d'un désir, qu'ils sont concrets. Lorsqu'une catégorie nous semble indéniablement concrète, nos intuitions se révèlent également déroutantes. Il suffit par exemple qu'on y admette des entités dont les dimensions sont très disparates. Un événement ordinaire, par exemple une bataille, est déclaré concret. Mais dira-t-on d'un événement brodélien, sur la longue durée, le lent déplacement du centre de gravité des échanges économiques du monde de la Méditerranée vers le monde de l'Atlantique, qu'il est concret ou qu'il est abstrait? Et s'il est déclaré abstrait, peut-on assigner la grandeur de la section temporelle à partir de laquelle tous les événements le seront également, ou bien a-t-on affaire à une progression engendrant un sorite? Plus on s'arrête sur des cas de ce genre, plus on est porté à penser que la distinction de l'abstrait et du concret semble à notre intuition à la fois vague et ambiguë. Ambiguë dans la mesure où le motif qui nous autorise à penser que quelque chose est abstrait ou concret n'est pas toujours identique, et vague parce que la frontière entre ces deux catégories semble être assez épaisse pour que nous soyons parfois enclins à penser que telle entité n'est
ni définitivement abstraites, ni définitivement concrètes. Et il faut encore ajouter que ce vague lui-même n'est pas partout uniforme. Certaines entités prises dans la partie gauche du carré ontologique sont incontestablement borderline, sans qu'il soit pourtant possible de les inscrire dans une progression engendrant un sorite. La ligne de l'équateur, les pôles, les frontières politiques de l'Union européenne, pour ne rien dire de l'atome de Bohr, ou des déplacements immatériels comme des ondes. Il suit de ces remarques, je reprends la translation, que nous devons prendre acte de l'instabilité de nos intuitions et admettre que, éventuellement, deux théories de l'abstraction différentes peuvent ne pas être exactement des théories de la même chose. C'est pourquoi l'expression abstraction sélartienne revêt un sens particulier. Les abstractions sélartiennes sont des abstractions corrélées à la conception sélartienne de l'abstraction, les abstractions frégéennes à la conception frégéenne, les abstractions cantoriennes à la conception cantorienne, etc. Il est bien entendu légitime de se demander si ces différents types d'abstractions se recoupent, s'excluent, se complètent. On est frappé, lorsqu'on lit les textes de Sellars, par le fait qu'il a tendance à identifier les abstraits et les universaux, en partie à cause des exemples qu'il choisit, la triangularité, la rougeur, etc., en partie aussi parce qu'il envisage sa théorie comme un moyen de clarifier le débat sur l'engagement ontologique. Mais, comme je l'ai dit, on peut caractériser de manière plus fine l'extension de l'abstraction sélartienne en s'appuyant sur la paronymie. Dans les schémas citationnels AS1 et AS2 figure à l'intérieur du quote material le paronyme du terme abstrait défini, triangulaire pour triangularité. Soit parce que, comme dans AS1, il constitue la totalité du matériel suité, soit parce qu'il en constitue une partie, comme dans AS2. Vient naturellement à l'esprit l'hypothèse selon laquelle les abstraits, qui sont corrélés à une théorie fondée sur des schémas de ce genre, peuvent eux-mêmes être considérés comme des abstraits paronymiques. J'appelle abstraits paronymiques ceux qui sont corrélés à un concret déterminé, quelle que soit la nature de cette corrélation, de telle sorte que les non abstraits et les non concrets qui sont les leurs ont entre eux la relation de paronymie. La triangularité est un abstrait paronymique, comme la sagesse et la couleur. En général, il est au contraire admis que le nombre 2 est un abstrait, mais ce n'est probablement pas un abstrait paronymique, parce qu'il n'existe pas quelque chose qu'on pourrait immédiatement corréler au nombre 2 pour obtenir une relation analogue à celle qui est impliquée dans les schémas citationnels AS1 et AS2, triangulaire, triangularité. Puisque les schémas citationnels régissent le prédicat d'abstraction, celui-ci requiert une corrélation paronymique. Les abstraits que nous sommes capables de concevoir à partir de ces schémas sont nécessairement des abstraits paronymiques au sens que j'ai précisé, et ils sont de manière dérivée seulement des universaux, des classes, des propositions, etc. Plusieurs objections viennent immédiatement à l'esprit, je n'ai pas traduit non plus ce passage. Première objection, toute entreprise réductionniste relativement aux abstraits entend reconduire ce que la tradition considère comme des abstraits à autre chose, des concrets, selon une certaine corrélation. En ce sens, les mailles de notre filet sont trop larges. Toute entreprise réductionniste ne considère que les abstraits qu'elle peut réduire. Or, les abstraits qu'elle peut réduire sont corrélés, et donc ils sont paronymiques. Par suite, l'abstraction paronymique ne permet pas de capturer la nature et les limites de l'abstraction sélartienne. Deuxième objection, les corrélations paronymiques, comme je l'ai dit en commençant, sont dépendantes d'un langage déterminé. On voit mal une authentique théorie de l'abstraction se rendre dépendante d'un langage au point que la classe des entités sur lesquelles elle porte puisse varier, comme varient d'un langage à l'autre les corrélations paronymiques. L'objection numéro 2 est classique dans la tradition de la paronymie. Pour y répondre, certains, comme Leibniz, ont forgé un langage semi-naturel, la lingua philosophica, dans lequel la paronymie a été uniformisée et complétée de telle sorte que la dépendance à un langage peut être considérée comme métaphysiquement inoffensive. Cette voie, par la référence au langage idéal, n'est pas sélartienne, elle est plutôt bergmanienne. Il me semble que la voie sélartienne passe par un aspect subtil de la citation entre points, sur lequel je reviendrai dans la section suivante,
les abstraits sont des types interlinguistiques que nous pouvons capturer depuis un langage déterminé. C'est cet ancrage de l'expression des abstraits dans un langage qui est exprimé par le fait que le matériel cité entre les points est en général un token d'une expression de notre langage. On peut capturer des abstraits par des citations entre points dans lesquelles le matériel situé est un token de l'allemand ou d'une autre langue. On peut et on doit même concevoir des abstraits possibles, c'est-à-dire des abstraits engagés dans une corrélation paronymique qui n'est pas assignable dans notre langage, ou depuis notre langage, ou dans la langue à laquelle nous avons accès. Mais je crois que si l'on suit Sellars, nous ne pouvons pas plus penser ces abstraits que nous pouvons penser un monde possible, considéré comme actuel, qui ne serait pas le nôtre. Pour répondre à l'objection 2, il faut introduire une nouvelle distinction. Il faut distinguer la paronymie étendue dans un sens syntaxique, que j'ai vu à l'œuvre, par exemple dans l'article Truth and Correspondence, avec cet usage de la that clause, cet usage inférentiel de la that clause, et la paronymie qui admet une extension encore plus grande, et que je dirais étendue cette fois dans un sens sémantique et non plus syntaxique. Je peux par exemple admettre que le nombre 1 n'a pas de paronyme dans notre langue, mais qu'il est abstrait, mais que s'il est abstrait, il doit en avoir un. Qu'il doit y avoir quelque chose qui est au nombre 1, ce que triangulaire est à triangularité, ou le sage à la sagesse. Je vais dans ce cas chercher alentour, look around. Je reprends cette expression qu'on trouve chez Carnap à propos de l'identité des classes d'équivalence et des abstraits. Je ne sais pas ce que c'est qu'une abstraction, je vais chercher autour. Et certains, les défenseurs de l'abstraction, se sont révoltés contre cette habitude carnapienne de look around. Donc je vais chercher autour pour chercher le paronyme du nombre 1 dans ce sens sémantiquement étendu. Une théorie de l'abstraction paronymique dans un sens fort est une théorie qui affirme que tout abstrait admet un paronyme concret, même lorsque le nom de ce paronyme concret n'est pas dans notre langage. Le paronyme du nom de l'abstrait envisagé, ou lorsque le nom du paronyme concret n'existe pas. Une conception réductionniste dans un sens fort doit être paronymique dans un sens sémantiquement élargi. Une part importante, je crois, de notre travail quant à l'interprétation des abstractions sellarsiennes consisterait à se demander si elle est paronymique dans un sens simplement syntaxique ou si elle est paronymique dans un sens plus fort, qui est un sens sémantique élargi. Je crois qu'un des exposés que j'ai entendus supposait d'une manière un peu implicite qu'il s'agissait du deuxième cas, mais je ne suis pas sûr qu'on ne pourrait pas également envisager un principe d'interprétation dans lequel on aurait un réductionnisme plus faible. Je ne suis pas sûr que Sellars pense que l'électron est quelque chose qui est un abstrait paronymique. J'en viens maintenant à ma troisième section. Et je concentre mon attention sur la citation entre points. Et la question est, s'agit-il réellement d'une citation? Et si c'est le cas, de quel genre de citation s'agit-il? Je rappelle, selon la convention que je suis, dans cet article, dot quotes are used to form the common nouns which refer to the items which play the role played in our language by the design illustrated between them. Un token de triangulaire entre points est un nom commun qui réfère distributivement à tous les types qui jouent le rôle joué dans notre langage par triangulaire. Il y a moyen de référer à ces types qui ont en commun un rôle en distinguant la citation entre points et la citation entre astérisques que Sellars a introduite dans un article antérieur sur précisément la citation. Le rôle est un type de type. Sellars ménage un accès à ce type de type en distinguant les deux aspects d'un fragment de langage donné, l'aspect normatif
l'aspect prescriptif, et l'aspect descriptif. C'est ce point qui est introduit par analogie avec le pion aux échecs. Le pion est la pièce des échecs qui a cette forme, qui est le plus souvent en bois, mais parfois en marbre ou en métal. C'est l'aspect descriptif. Le pion est la pièce qui avance d'une case en colonne, prend sur la case la plus proche en diagonale, etc. C'est l'aspect prescriptif. Triangle est un mot français dont un token vient d'être prononcé par moi, ou écrit entre guillemets. Triangle est un mot français de 8 lettres, c'est l'aspect descriptif. Un usage de triangle autorise l'inférence suivante. Si A est un triangle, alors A est un trilatère. C'est l'aspect prescriptif. Je voudrais insister sur la solidarité entre ces deux aspects. Nous avons besoin d'un aspect descriptif pour que l'aspect normatif soit l'aspect normatif de quelque chose. C'est l'aspect prescriptif, mais l'aspect prescriptif n'est pas nécessairement corrélé à tel ou tel aspect descriptif. C'est pourquoi il est d'une certaine manière détachable. Et c'est ce détachement que produit ou qu'explicite la citation entre points, la dot quotation. Alors, je voudrais insister un petit peu sur cette double dépendance entre les aspects descriptifs et les aspects normatifs ou prescriptifs des fragments de langage. Et j'ai été frappé en réfléchissant sur ce point par le fait que cette dépendance croisée n'est pas différente de la dépendance ontologique décrite par Jonathan Lowe sur l'axe vertical du carré ontologique. Un universel dépend d'un particulier, dépendance de haut en bas, au sens où il lui faut être exemplifié par au moins un particulier, mais pas nécessairement par le particulier ou les particuliers qui l'exemplifient. Un particulier dépend d'un universel, dépendance de bas en haut, au sens plus fort où le particulier ne serait pas le particulier qu'il est s'il n'était l'exemplification de cet universel-là. Jonathan Lowe a donné une analyse précise de cette différence sens de la dépendance ontologique. La dépendance est une famille de relations qui comporte ce qu'il appelle la dépendance rigide existentielle ou la dépendance existentielle rigide, RED, la dépendance existentielle non rigide, NRED, et la dépendance identité, ID. Toutes ces relations de dépendance sont fondées sur d'autres relations. La RED est la relation, par exemple, d'une frontière à ce dont elle est la frontière. La dépendance non rigide est la dépendance d'un universel à une de ses instances particulières. La dépendance identité est la dépendance d'un singleton à son membre, d'une unit class à son membre. Dans le handout, j'ai tout simplement repris les définitions, ou les égalités définitionnelles que Jonathan Lowe donne pour ces différentes dépendances. Et j'ai tout simplement tenté de montrer que la relation entre l'aspect descriptif et l'aspect prescriptif d'une linguistic expression pouvait être rendue par ce que Jonathan Lowe appelle NERD, de même que l'aspect prescriptif. De même, l'aspect prescriptif de triangle, ce qu'on peut faire en matière d'inférence avec triangle, pourrait être corrélé à un fragment de langage qui serait descriptivement différent, mais est corrélé dans notre langage à triangle. Donc la dépendance pertinente pour corréler l'aspect prescriptif et l'aspect descriptif d'un fragment de langage est la dépendance non rigide. De même encore, la dépendance ascendante est plus forte. Triangle, considéré descriptivement, ne pourrait pas être corrélé à autre chose que triangle entre points et demeurer un token de triangle. Et donc là, on a une dépendance rigide, RED. Il me semble que la citation entre points, sa fonction, c'est en partie, pas seulement, mais en partie, d'expliciter cette dépendance croisée. Et il me semble que les difficultés qu'elle soulève sont en partie liées à cet aspect modal de la dépendance. Lorsque je considère un token de triangle,
Et lorsque je prends ce token comme matériel cité entre points, j'utilise son aspect descriptif pour nommer son aspect prescriptif. Et c'est en raison de la contingence de la dépendance descendante que les citations entre points différentes peuvent être identiques. Par exemple, triangulaire entre points égale triangular entre points. On pourrait dire à la manière de Frege que le mode de notation du rôle conceptuel, aspect prescriptif, aspect descriptif, est différent, mais que le rôle conceptuel lui-même, aspect prescriptif, est le même. Est-ce que ce point nous permet de préciser à quel genre de citation appartient la citation entre points? Alors là, il y a un travail important qui peut être fait, qui doit être fait, que je veux simplement suggérer, qui est d'essayer de placer la dot quotation à l'intérieur des catégories de citations telles qu'elles ont été beaucoup travaillées dans la philosophie du langage depuis Davidson. J'ai choisi de donner 5 catégories qui sont prises dans un article Varieties of Quotation de Kaplan et Leuport, dans lequel vous avez d'une part une phrase simple, puis la citation directe, la citation indirecte, le ratio oblique, cette citation qu'on appelle mixte, Alice said that life, quote, is difficult to understand. Cinquièmement, ce qu'on appelle la citation pure, c'est-à-dire les cas où la citation sert à dire quelque chose métalinguistiquement sur le genre de fragments de langage qui est prononcé. Est-ce qu'il y a un moyen de placer dans cet ensemble la citation entre points? Le fait est que cette citation entre points n'existe pas dans un langage que nous employons. Elle existe sous la forme des abstraits que nous employons. C'est un problème. Mais cela ne nous interdit pas de poser la question. Où devrions-nous placer la citation entre points si nous parlions un langage muni de citations de ce genre? Et sur ce point, je crois que dans les textes, notamment Abstract Entities, la question de savoir où est la citation entre points, à quel niveau de métalangage elle se situe, est un problème que Sellars a beaucoup travaillé et dans lequel, évidemment, je ne veux pas entrer. Il est amené à employer la citation entre 2 points, par exemple, etc. Envisageons 2. La citation directe. On mentionne les mots qui sont prononcés par Alice. Dans la citation entre points, on le fait aussi, mais dans la citation directe, on le fait nécessairement. Dans la citation entre points, on ne le fait pas nécessairement en raison du caractère non rigide de la dépendance. Envisageons 3. La citation indirecte. Elle a beaucoup de rapport avec la citation entre points. Il faut ici rappeler ce que j'ai dit de l'usage paronymique de que. C'est un point, je crois, qui mériterait probablement d'être travaillé, à savoir dans quelle mesure Sellars est capable de reconstruire complètement une version inférentielle de la that clause ou de l'analyse de la that clause à partir de ce que paronymique. La citation mixte. Elle est également intéressante. Dans la citation mixte, on rapporte quelque chose et l'on souligne l'aspect descriptif du fragment de langage employé. Alice a dit quelque chose et ce sont ces mots-là qu'elle a prononcés. Dans l'exemple 4, Alice a prononcé ces mots mêmes « is difficult to understand ». Dans la citation entre points, vous voyez qu'on a quelque chose d'analogue, mais de différent, puisque on rapporte quelque chose et on souligne également quelque chose, comme dans la citation mixte, mais ce qui est souligné, ce n'est pas l'aspect descriptif, mais l'aspect prescriptif. En ce sens, je crois qu'on pourrait dire, et je m'arrêterai là, qu'il s'agit d'une citation mixte, mais on pourrait dire d'une anti-citation mixte. C'est-à-dire qu'on fait exactement l'inverse. On pourrait parler d'une anti-citation comme on parle d'une anti-extension dans certaines sémantiques non standards, mais donc d'une anti-citation mixte.
Voilà en gros pour suggérer cette analyse de la date quotation. Je vais terminer par une partie que je n'ai malheureusement pas eu le temps de traduire dans le handout, qui porte sur finalement la question de savoir, qui est la question essentielle, si cette théorie de l'abstraction sélartienne est bien une théorie de l'abstraction. Est-ce qu'il s'agit d'une théorie de l'abstraction et dans quelle mesure elle est irréductible aux autres théories de l'abstraction et aux théories concurrentes? Je rappelle la première phrase, une des premières phrases de Abstract Entities. Sellars dit à propos des abstraits, ce sont des expressions linguistiques qui peuvent être distinguées des matériaux linguistiques spécifiés dans lesquels elles sont incarnées. Distinguishable from the specific linguistic materials, sign designs, which embody them in historically given languages. La difficulté est évidemment le risque qu'il y ait une circularité dans la définition, c'est-à-dire un élément d'abstraction, mais d'une abstraction conçue d'une manière ou d'une autre, mais non sélartienne, dans la définition même et la production de l'abstraction sélartienne elle-même. Le definiendum est une entité abstraite. Ce que c'est qu'être abstrait pour une entité. Par conséquent, on prendra garde que le definiendum ne soit pas utilisé par la définition. On peut tout à fait affirmer que certaines entités linguistiques sont différentes des matériaux linguistiques proprement dits, mais si cette différence est obtenue par une espèce d'abstraction, considérée ici comme une procédure, alors on pourra évidemment affirmer que les résultats obtenus par application de la procédure en question sont des abstractions, et même des abstractions linguistiques, mais on ne pourra nullement prétendre qu'on aura indiqué par là ce que c'est que l'abstraction, ou ce que sont les entités abstraites, autrement dit, on n'aura pas donné une définition. Une manière simple de faire voir le problème est de distinguer entre deux types d'abstractions, les abstractions sélartiennes, que je note SA, et les abstractions traditionnelles, que j'appelle par commodité, et en référence à un article de Kit Fine, les abstractions cantoriennes. Une abstraction cantorienne est obtenue à partir d'une entité considérée comme concrète, une fois qu'on a mentalement fait abstraction, c'est-à-dire laissé de côté certaines propriétés ou relations ou parties propres qui sont les siennes. On sait que cette manière négative, way of negation, cette manière négative de considérer l'abstraction soulève des objections. David Lewis note que celui qui accepte cette supposition, qui est tout à fait traditionnelle, devra faire figurer parmi les abstractions les universaux et les tropes, qui peuvent être obtenus par un processus de ce genre, mais que pour les mêmes raisons, il devra aussi envisager parmi les abstractions des aspects nettement extrinsèques de la chose dont il est parti. Par exemple, son surnom, si elle en a un, sa localisation spatio-temporelle ou son rôle dans un processus causal. S'il ne le fait pas, s'il considère par exemple que les abstractions n'ont pas de pouvoir causal ou qu'elles n'ont pas de localisation spatio-temporelle, cela signifie que le mode d'engendrement des entités par soustraction, way of negation, est insuffisant et qu'il doit être assorti d'une condition supplémentaire indiquant quelles sont, parmi les entités ainsi engendrées, celles qui finalement seront considérées comme genuine, authentiquement des abstractions. Et si, comme c'est probable, celles qui sont finalement retenues comme d'authentiques entités abstraites le sont au vu de leur dignité métaphysique, parce que ce sont par exemple des tropes, des universaux, etc., alors on peut faire valoir que la distinction de l'abstrait et du concret que l'on cherche à préciser n'ajoute rien aux distinctions établies dans la métaphysique et qu'elle est cognitivement superflue. Je crois que c'est la position de David Lewis. Il existe des manières, me semble-t-il, de contourner cette difficulté. Je voudrais simplement les suggérer. La manière la plus naturelle
consiste tout simplement à préciser quels sont les types de propriétés, de relations ou de parties propres que l'application de la procédure conduit à laisser de côté. Supposons qu'un concret est donné, par exemple une série de gouttes d'huile qui tombent à travers un champ électromagnétique comme dans l'expérience de Millikan. Je ne peux pas du tout procéder, je ne peux pas du tout abstraire si j'ignore quel genre de propriétés, de relations et de parties propres doivent être laissées de côté pour obtenir, comme l'a fait Millikan, la charge de l'électron. La même chose peut se dire d'une abstraction qui cherche à obtenir de manière analogue les nombres, comme le fait Cantor, de cette manière, qui a mis Frege tellement en colère lorsqu'il a dit « Das ist nicht die Zahl ». Un chat qui est ortlos, farblos, etc. Dans le premier cas, on procède de manière fine-grained. On choisit de laisser de côté certains aspects et non pas d'autres, la forme, mais non la masse volumique. Et ces aspects ne peuvent être discriminés que par un état de la théorie physique elle-même, état auquel on cherche à adjoindre une nouvelle entité, ici la charge élémentaire. Dans le second cas, le cas mathématique, et c'est une différence importante, pour obtenir les nombres à la Cantor, la procédure est coarse-grained, puisqu'on part d'une entité, par exemple Socrate, et on laisse de côté toutes ses propriétés, ses relations, ses parties propres, si ce n'est celles qui sont indispensables pour donner un sens à la phrase qui dit que Socrate est 1, ou que Socrate et Platon sont 2, ou que Socrate, Platon et Aristote sont 3, etc. Pour le but qui est le nôtre, il n'est pas nécessaire de distinguer entre ces différents types d'abstraction cantorienne, simplement d'admettre qu'il existe une abstraction cantorienne et que finalement, elle fonctionne assez bien. Maintenant, la thèse qui me paraît importante, c'est la rivalité entre les deux thèses que j'ai notées dans le handout, les deux dernières. À savoir, thèse numéro 1, on va de l'abstraction cantorienne à l'abstraction sélartienne. L'abstraction sélartienne est une forme de l'abstraction cantorienne appliquée à certaines expressions linguistiques. Et cette thèse doit être comparée, cette thèse de la philosophie pérenne, on pourrait dire, doit être comparée à la thèse inverse, à savoir la thèse qui va de l'abstraction sélartienne à l'abstraction cantorienne et qui dit l'abstraction cantorienne est une manière de faire voir certains rôles conceptuels et donc elle est une forme de l'abstraction sélartienne. L'abstraction cantorienne est une manière de faire voir certains rôles conceptuels et donc elle est une forme de l'abstraction sélartienne. Ce qui rend la première thèse crédible, c'est-à-dire la thèse anti-sélartienne, c'est évidemment que, telle que je l'ai décrite, la dot quotation peut être décrite comme une procédure pour laisser de côté certains aspects de certains objets, l'aspect descriptif des fragments de langage appartenant à toutes les catégories syntaxiques, au profit des seuls aspects prescriptifs. Alors, si, comme je l'ai dit dans la section précédente, les aspects descriptifs et les aspects prescriptifs des fragments de langage dépendent les uns des autres, alors il existe une procédure pour les obtenir ou les extraire, comme il existe une procédure pour extraire le nombre de la multiplicité ou la charge de l'électron du mouvement des gouttes d'huile à travers un champ magnétique. Sellars, avec la dot quotation, a donné simplement une expression de cette procédure. Il n'a pas défini l'abstraction, il n'a pas donné la théorie d'un genre sélartien d'abstraction, il a tout simplement appliqué l'abstraction traditionnelle d'une manière raffinée à des expressions linguistiques. En ce sens, l'abstraction sélartienne est une espèce de l'abstraction cantorienne. Je pense bien entendu que cette ligne d'argument est fausse. Je terminerai en donnant ou esquissant la réponse. On peut obtenir le rôle conceptuel par abstraction cantorienne, mais par abstraction cantorienne, et en ce sens, le rôle conceptuel est une abstraction. Mais par abstraction cantorienne, on ne peut pas expliquer en quoi le rôle conceptuel de dot, triangular dot, est impliqué dans un usage de triangularité. C'est la dualité des deux dépendances qui permet d'échapper à cette objection et qui vaut d'une manière générale pour l'ontologie des universaux. L'abstraction sélartienne serait une forme de l'abstraction cantorienne
s'il s'agissait d'obtenir la classe des rôles conceptuels à partir de la classe des fragments de langage dont nous disposons. Mais il s'agit de plus que de cela, non pas délivrer la classe des rôles conceptuels, mais les rôles conceptuels eux-mêmes, en tant qu'ils sont engagés dans l'utilisation du langage et de la formulation des phrases vraies. C'est cette différence qui est visée par Sellars et que les théories concurrentes de l'abstraction kantorienne, mais je crois aussi l'abstraction frégéenne, ont du mal à capturer. Je vous remercie. Des questions? So maybe I will open the question series. Alors, est-ce que je te pose ma question en français ou en anglais? Comme tu veux. Peut-être en anglais pour les autres. Okay, I will try to formulate my question in English. I am a little bit puzzled by, very interested in, but also puzzled by the assimilation you make in your third part, dedicated to the question of the essence of dot quotation, and the idea that you draw about the logical dependence which Sellars conceive or construes between the descriptive aspect of language and is prescriptive. And you maintain that this dependence might be linked to the question of exemplification. Now, I think that Sellars would refuse this very notion of exemplification, since it is for him clearly linked to a kind of Platonician frame of work. So even if it is not so presented in Jonathan Lau's explanation and description of the several kinds of dependence, I would like to hear you more about the question of how Sellars, without resorting to the notion of exemplification, would conceive in his own idiom the kind of dependence linking abstract entities and concrete particulars, and moreover the descriptive content towards the prescriptive content, because Sellars never talks about exemplification. When he talks about descriptive aspects of linguistic expressions, he defined them as illustrating. So about, according to you, what is the difference, for example, between illustration and exemplification? Yes, he says illustration, and he says embodiment, I think, if I remember well. My purpose was not to say something like it is an exemplification and those are universal, like in Jonathan Lau. I focus on the fact that the logical structure of the dependence is the same. The dependence between universal and particulars in such a form of Aristotelism like Jonathan Lau four-category ontology, and Sellars' view, but by Sellars, the dependence exists between two types of linguistic expressions, not between a universal and a particular. But what is your evidence for the fact that, because you started to say, I don't remember where. Just one more. Yeah. It's a modal aspect that is important for me. The modal aspect of the dependence, which is common to the two areas, and perhaps it's not
contingent. But I don't read Sellars as a metaphysician. I just want to underline the fact that the dependence between prescriptive and descriptive in our language has such a modal aspect. For you, according to you, would it be just a pure nonsense to maintain that descriptive and prescriptive contents are just completely separated? Because in a way, that's Sellars is aiming to do when he says that, this distinction between the chess game and the taste game, linking to leading one to conceive that, yes, it is the same game, but just because of the way each entity is behaving and the rules they are following, but there is no point in any correspondence between the physical or descriptive aspects of each element. Yeah. So this is puzzling, but yeah. This is the very puzzle I try to construe with this different dependence. This is the modality of the dependence, which is captured by the different existential dependence by Jonathan Lau. Yes, they are not the same, and there is nothing in common, but the test is a version of chess, and the other is another version of chess. And don't you think that there's functional roles that Wilfried Sellars introduces to help to define the notion of abstract entities as linguistical entities and linking them to linguistic types is not a way to reintroduce some class of abstract entities who there may be linguistic roles. Why are linguistic roles not abstract entities themselves? This is a question of my last session. Are they not Kantorian abstractions? And the answer is not. No, sorry. They are not. They are more than that. And according to you, what would be the more than that? If there were Kantorian abstraction, we would not understand how the prescriptive is engaged in our use of language. This is the difference. Yeah, I agree. Thanks. Is there some other questions? Yep, Jean. Pardon my English. English is okay. Just a question about the number 2 and the interesting distinction between paronymical versus... do you think his view is ultimately that the number 2... do you think Sellars thinks mathematical entities can be handled by the same analysis ultimately as the paronymical analysis? I think no. So, I'm not sure. Yeah. But I think no. This thing he does on Russell, on classes, and so on, it's not ultimately derivative from the paronymical account? I don't know the answer. I don't know the answer to that. Perhaps I'm not a Sellarian scholar. I don't know the answer. But I think there is a clear distinction to be done in the interpretation between two kinds of reductionism. Right. One is... Yeah. I wondered when you said the paronymical abstracts are those which are correlated to a concrete, no matter the nature of the correlation. So I wondered if classes would be roles of roles in a certain... it's been so long since I tried to do Sellars' theory of classes, but surely he doesn't think mathematics is just a separate case, unrelated
to his dot quoting, Yes, surely. but it's not paronymical. Yeah. Okay, thanks. Yeah, Jean-Baptiste, could you just say something more about the number 2? I mean, couldn't one say that, you know, citation normale, 1, 0, in binary arithmetic, are dot 2 dot? I mean, is that perfectly okay? I mean, You mean we could? I mean, yeah, isn't it? Isn't this okay? Something like, I mean, however you do. I don't know. I have to get all the quotes straight, but you know how sellers. Sorry. That's okay. And also then, what I really meant was. Or, I don't know, whatever it is, maybe I have to put a quote. I always forget how to do this with the salad. Jim, help me out. I just remember in science and metaphysics, the quotes. Yes, sure, it is possible. Okay. Something like that. But the question is, do you have here the nature of the number 2, like in Frege or like in Cantor or in the Principia Mathematica? Well, do you have do you explain what it is to be a number? Well, are you in a do you have a means to construe numbers? Well, this is the very question. The question. Yeah, but do you have a means to construe linguistic functional roles? They're governed by the rules, right? So there's nothing to arithmetic but counting or calculation. Yeah. So, whatever we do with these, we do with... Okay, yeah, I agree. So Sellas would be a strong paranomical. Yeah. Just speculating. Any further questions? Well, in that case, let's thank Jean-Baptiste for this very interesting talk.